réalité, si on veut bien gérer le temps, il faut bien se gérer soi-même. L'idéal, c'est de prendre une pause de 10 minutes toutes les heures, ce qui nous permet de garder une concentration maximale. Monsieur Kalim, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, le temps, c'est de l'argent. Et la gestion du temps permet à chacun d'être organisé et d'avoir une vie équilibrée. Qu'est-ce que la gestion du temps? Alors, c'est un peu l'organisation qui permet donc d'optimiser son utilisation du temps et d'avoir une vie la plus équilibrée possible. Il y a en gros 3 composantes à la gestion du temps. Un premier élément, c'est de savoir où on va, donc d'avoir des objectifs ou une vision. Deuxième élément, c'est de mettre en place un plan d'action. Et puis le troisième, c'est de gérer toutes les interruptions qu'on peut avoir au fur et à mesure qu'on avance. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, énormément. Et donc, ce qui est important à comprendre dans la gestion du temps, c'est qu'il y a pas mal de, on va dire, de croyances populaires, qui ne sont pas tellement vraies, qui sont à moitié fausses, voire totalement fausses. Et la première dont j'aimerais parler, c'est je vais gagner du temps. C'est pas vraiment vrai, on ne peut pas vraiment gagner du temps, on peut juste en perdre moins, mais le temps il passe, il ne nous attend pas. Donc, gagner du temps n'est pas vraiment une option. Perdre moins de temps, oui, pourquoi pas, ou faire plus vite que quelqu'un d'autre, oui, c'est faisable. Alors, deuxième croyance, c'est qu'on ne gère pas le temps. On ne peut pas gérer le temps. Encore une fois, il passe. Par contre, on peut se gérer soi-même. En réalité, si on veut bien gérer le temps, il faut bien se gérer soi-même. Quels sont, selon vous, les outils pour bien se gérer afin d'avoir une bonne gestion du temps? Alors, du coup, je vais parler de la troisième croyance qu'il est intéressant de changer. C'est que souvent, quand on parle de gestion du temps, on parle d'être efficace. Or, pour bien gérer son temps, il ne s'agit pas vraiment d'être efficace. C'est important, mais ça vient en numéro 2. La première chose qu'il faut, c'est être effectif. Alors, effectif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une traduction très approximative du mot effective en anglais, qui veut tout simplement dire faire la bonne chose. Et le principe est très simple, c'est d'abord on fait la bonne chose, ensuite on est efficace sur cette bonne chose. Et être efficace sur une bêtise est en soi une bêtise. Donc, je vous donne un exemple très simple, c'est imaginez une usine qui fabrique des montres démodées, mais elle est très efficace à les fabriquer. Ben, c'est une petite catastrophe parce qu'elle a plus de montres à jeter par la suite. Donc être efficace, si on n'a pas pris le temps d'abord de comprendre le côté, quelle est la bonne chose à faire, est vraiment un cercle vicieux, puisque ça nous emmène plus vers le bas que vers le haut. Donc, efficacité vient en numéro 2. Vraiment, le premier élément de la gestion du temps, c'est de faire la bonne chose. Alors, comment est-ce qu'on peut deviner c'est quoi la bonne chose? Là, on a 2 outils sur lesquels on va se baser. Premier, c'est la matrice Eisenhower qui parle de distinguer entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et donc, en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que les coachs se sont rendus compte que beaucoup de gens ne font pas la distinction entre l'important et l'urgent. Donc, le téléphone sonne, c'est une urgence, c'est pas sûr que ce soit important, et on va répondre. D'ailleurs, moi, quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est quand on va, par exemple, dans une boutique pour acheter quelque chose, et que le téléphone sonne, ben la personne va prioriser celui qui appelle par rapport à celui qui s'est déplacé. Ce qui est très très peu logique, alors qu'en fait, ça ne devrait pas du tout être le cas. Donc on va tout de suite réagir d'une certaine manière, à travers nos automatismes, à l'urgence. Alors qu'en réalité, quand il y a un événement qui se passe, il faut juste prendre le temps de se dire en quoi est-ce que cet élément spécifique est important pour moi. Et si ça l'est, c'est plus sur cette base que je vais décider d'agir. Donc l'importance en premier, l'urgence par la suite. Ce qui est pas très intuitif, mais en fait, c'est... Alors, bien entendu, quand on tombe sur des choses qui sont à la fois importantes et urgentes, là, c'est la première priorité par laquelle il faut commencer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on passe notre journée à faire que des choses qui sont importantes et urgentes, les choses qui sont importantes et pas urgentes, en fait, on les décale dans le temps. Et donc, à un moment, elles deviennent importantes et urgentes.
Donc c'est un cercle qui finit jamais. Pour sortir de ce cercle, il faut à des moments pouvoir faire des breaks, une fois par mois, et dire stop, là je remets les pendules à zéro, je m'occupe de ce qui est important. Ou je démarre ma journée, j'arrive à 8h30 le matin au boulot, je n'ouvre pas mes mails. Je commence par prendre 1 heure ou 2 sur laquelle je suis productif à développer des choses. Et une fois que tout ça est fait, j'ouvre mes mails et là je suis plus ouvert aux interruptions externes. Donc je vais commencer par ce qui est important et éventuellement ensuite traiter ce qui est urgent s'il est important aussi. Donc, premier élément, on disait, matrice Eisenhower, distinguer entre l'important et l'urgent. Le deuxième élément, c'est la loi de Pareto, donc c'est le 80-20. Donc Pareto s'est rendu compte que cette loi s'appliquait un peu partout. Donc il a regardé des statistiques, il a trouvé que par exemple, pour la plupart des entreprises, 20% des clients font 80% du chiffre d'affaires. Il a trouvé que 20% des problèmes déterminaient 80% des conséquences néfastes sur l'entreprise. 20% de la population mondiale à 80% des richesses qui se trouvent dans le monde. Donc cette loi de 80-20 s'applique très très souvent, et donc elle s'applique aussi à nos tâches. 20% des tâches qu'on va faire durant la journée sont celles qui vont ramener un maximum de résultats durant cette journée. Et 80% de ces tâches vont ramener que 20% du résultat. Et donc du moment qu'on sait ça, il est vraiment intéressant de commencer à éliminer progressivement les tâches qui sont les moins rentables, on va dire, pour nous ou pour l'entreprise. Donc, on parlait d'une croyance qui était, pour bien gérer son temps, il faut être efficace. On disait non, avant d'être efficace, il faut être effective. Et comment je peux deviner ce qui est important pour moi? J'utilise la matrice Eisenhower et la loi de Pareto. Par la suite, on pense souvent que, certaines personnes pensent que la vie est un marathon, que aller au travail est un marathon. En fait, ce n'est pas un marathon, c'est une série de sprints. Donc ça dure longtemps, mais c'est une série de sprints. Ce qui veut dire qu'entre 2 sprints, il faut se reposer. Et donc, l'idéal, c'est de prendre une pause de 10 minutes toutes les heures, ce qui nous permet de garder une concentration maximale. Donc vraiment raisonner avec cette histoire de série de sprints. Ce qu'il y a aussi, c'est que si je dois m'engager dans un travail qui me semble lourd et que je me dis, ok, je vais consacrer les prochaines 3 heures à ça, il y a beaucoup de chances que je ne fasse rien du tout. Parce que les 3 heures vont paraître très lourdes et interminables. Par contre, si je me dis, j'en ai maximum pour 1 heure, après j'ai le droit à ma pause, c'est déjà plus léger. Donc cette pause, elle est importante, physiologiquement, on en a besoin toutes les heures, ça dure 10 minutes, alors c'est 10 minutes, hein, c'est 10 fois 60 secondes, c'est pas le 10 minutes qui se transforme en quart d'heure ou 20 minutes, parce que sinon, finalement, on passe la journée en pause. Donc, côté discipline quand même qui reste important. Alors, je vais rajouter une autre croyance, une quatrième croyance, par rapport à la gestion du temps, qui est « je suis multitâche ». Il m'arrive assez souvent d'entendre des gens qui disent « je suis multitâche ». Alors, c'est à la fois vrai et faux. Alors, notre cerveau automatique, celui qui gère la respiration, les battements du cœur et la plupart des décisions qu'on prend, au passage, on prend 5000 décisions par jour. On est conscient d'une dizaine ou d'une quinzaine, hein, donc pas de grand-chose. Donc, c'est-à-dire que tout le reste est pris par notre cerveau automatique. Celui-là est capable de faire beaucoup de choses à la fois. Exemple plus classique, il y a le cœur qui bat, on respire, on conduit une voiture, on peut en même temps baisser la vitre et parler à la personne qui est assise à côté de nous. Et donc tout ça se fait sans aucun problème. Mais ce côté multitâche, c'est notre cerveau automatique qui le gère. Par contre, notre cerveau conscient, il gère une seule chose à la fois. Il est très focus. Et quand on fait 2 choses à la fois avec le cerveau conscient, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on bascule de l'une à l'autre. Et qu'à tout moment, on peut rester sur l'une d'entre elles et oublier la première. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on perd du temps. Et il y a des gens qui se sont amusés à faire des statistiques pour regarder concrètement quel est le temps perdu. Et ils ont trouvé un chiffre, c'est 28%. Donc en fait, plus du quart du temps est perdu à faire 2 choses à la fois. Ou encore à faire des choses qui ne se ressemblent pas. Par exemple, je suis devant mon ordinateur à traiter mes emails. Donc je traite un mail, mon téléphone sonne, j'ai fini de traiter mon mail, mon téléphone sonne, je réponds. J'ai fini, à ce moment-là, je bascule sur une tâche pour faire du calcul, donc je vais sur un tableur, et là, je passe à une tâche de rédaction. Et bien, à chaque fois que je vais changer d'état d'esprit, parce que bon,
faire de la rédaction, c'est pas comme analyser des chiffres, c'est pas comme parler au téléphone. Il y a un basculement d'état d'esprit. Là aussi, je perds du temps. Il vaut mieux faire des choses à la chaîne, en gardant la règle d'1 heure en tête. Donc, traiter ces mails à la chaîne. Et quand j'ai fini, j'ai fini. Ensuite, je bascule au mode téléphone. Je bascule en mode téléphone. Donc, ça me permet, là aussi, d'économiser du temps, et non pas de gagner du temps. Et donc, à partir de là, ce qu'on appelle les tâches au Moselle. Donc, je suis multitâche, n'est pas une très bonne idée. Donc, il est de loin préférable de rester focalisé sur une seule chose à la fois. Alors, il y a Parkinson qui a sorti, donc ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, qui a sorti une loi qui dit qu'en fait, les tâches sont gazeuses. Gazeuses dans le sens où, quand on met un gaz dans un volume, il prend tout le volume disponible. Si on réduit, on peut avoir cette bouteille qui est pleine de gaz. À l'intérieur, quand on va l'ouvrir, le gaz peut se répartir sur l'ensemble du volume de cette pièce. Et les tâches se comportent de la même manière. C'est-à-dire, plus on a de temps pour exécuter une tâche, plus on va prendre de temps à la faire. Donc c'est vraiment important de se fixer des délais, de se dire, telle tâche, je suis censé l'avoir finie à partir de tel moment. Ça permet donc d'être plus efficace et d'aller ensuite faire autre chose. Le dernier élément dont je parlerai, c'est gestion des interruptions, parce que c'est très important, il y en a vraiment énormément pendant la journée qu'on va vivre. Et là, je vais prendre quelques exemples de collègues qui viennent vous voir alors que vous êtes tranquillement au bureau en train de travailler. Donc, première astuce, c'est quelqu'un arrive, je me mets debout et je l'accueille de l'autre côté du bureau. Dans le sens où on va rester debout, s'il y a quelque chose à traiter, on va être efficace, le faire le plus vite possible, plutôt que de lui dire Marhaba, installe-toi, et là ça peut partir pour une demi-heure de discussion parce que la personne tout simplement se sent à l'aise. Et c'est encore moins bon si on lui sert quelque chose à boire. Alors, donc maintenant on est debout, et la personne nous dit il va vraiment falloir que je te raconte ce que j'ai fait ce week-end, c'était juste magnifique. Et il se trouve qu'on a envie de savoir ce que la personne a fait ce week-end. À ce moment-là, il dit ah, ça m'intéresse vraiment. Tu sais, on ne fait pas ça tout de suite parce qu'on va mal le faire. On le fait à la pause. Je vais prendre une pause dans une demi-heure, je passe te voir, on se prend un petit café, 10 minutes et on parle de ça. Donc je veux vraiment savoir ce que tu as fait ce week-end. Donc du coup, on a amorti l'interruption. Et si on a vraiment envie de savoir et d'avoir une bonne relation avec cette personne, on va quand même avoir la bonne relation parce qu'on fait les choses au bon moment et on va être concentré avec la personne durant la pause sur son week-end. Alors, une autre méthode, c'est je suis en train d'écrire un mail, donc je suis vraiment concentré sur la manière, sur les mots, donc je suis vraiment dans mon monde. Et quelqu'un qui vient me voir, je peux tout simplement lui demander donne-moi 3 minutes, je finis ce que je fais et je suis à toi. Parce que si j'interromps à ce moment-là, le temps de me reconcentrer, on revient à l'histoire du fameux 28% de temps perdu, ça va être trop tard. Il ne faut pas que je perde le fil des idées, il faut vraiment que je reste dans mon ambiance, dans ma concentration. Donc une manière, c'est tout simplement de dire temps mort, laisse-moi quelques minutes et puis je traiterai ta requête. Et puis, on peut aussi imaginer mettre des écouteurs. On n'est pas obligé d'écouter de la musique pour autant, mais en mettant des écouteurs, ça veut dire je suis dans mon monde, si tu veux m'interrompre, il faut vraiment que tu aies une bonne raison. Donc les gens hésitent un peu plus à venir vous interrompre. Alors, 2 derniers éléments, c'est désactiver les alertes. Si on est concentré sur la rédaction, on peut toujours mettre notre téléphone sous silencieux. On n'est pas obligé de répondre au téléphone tout de suite. Je veux dire, le monde fonctionnait quand le téléphone portable n'existait pas. Donc c'est pas parce que maintenant il sonne que c'est la fin du monde. Donc on peut se permettre de passer 1 heure ou 2 sans répondre au téléphone. Alors bien entendu, il faut rappeler les gens après. Ils peuvent attendre 1 heure ou 2. Et puis le deuxième élément, c'est les mails. Souvent, les gens ont la petite fenêtre en bas à droite qui s'ouvre dès qu'il y a un nouveau mail. Ça, c'est un magnifique outil d'interruption, totalement inutile, parce que souvent, les mails ne sont pas si urgents que ça. Et à moins que ce soit notre métier de gérer les mails, du coup, on désactive ça et puis on va checker nos mails 2 fois par jour, 3 fois par jour, en tout cas une fréquence qui nous arrange. Le dernier élément dont je parlerai est vraiment très important, en tout cas pour ceux qui ne savent pas le faire, c'est apprendre à dire non.
Donc, quand on ne sait pas dire non, ben, on fait le travail de tout le monde. Quand on sait dire non, on fait notre travail et forcément on le fait mieux et on ne déborde pas sur le temps, donc on gère mieux notre temps. Voilà, donc tout ça, ce sont différentes manières de mieux gérer le temps, mais en réalité de mieux se gérer soi-même et de rester focalisé sur ce qui est important. Question de Fanny sur Facebook. La première question, c'est la question de Doha, qui est âgée de 25 ans. Dans mon travail, je suis sollicitée à tout moment et amenée des fois à effectuer les tâches des autres, ce qui me fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Je souhaite apprendre à dire non pour diminuer les heures consacrées aux prétendues urgences et réserver mon temps aux tâches importantes. Que me conseillez-vous? Alors, oui, alors effectivement, dire non n'est pas chose facile. C'est beaucoup plus facile de dire oui parce que ça évite les conflits, ça évite de passer pour un incompétent. Parce que des fois, quand on dit non, c'est parce qu'on ne sait pas faire. Donc, en tout cas, c'est une interprétation possible. Donc, il y a des bonnes raisons d'avoir du mal à dire non. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Maintenant, il y a quand même des avantages. Et un des avantages, c'est de pouvoir se concentrer sur une chose à la fois, ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est très important, donc c'est vraiment à prendre en compte, le fameux 28% dont on parlait, affirmer sa personnalité, et puis un dernier avantage que j'aime beaucoup, c'est que ça donne de la valeur au oui. Si on dit tout le temps oui, le oui n'a plus de valeur. Si on dit non et de temps à autre oui, le oui a beaucoup de poids, beaucoup de valeur, et les gens vont l'apprécier encore plus. Donc je trouve ça très intéressant comme perspective. Alors, il y a beaucoup de gens, énormément de personnes, qui n'auraient pas beaucoup de mal à dire non, qui ont actuellement du mal à dire non, et qui auraient beaucoup moins de mal s'ils avaient une manière de faire qui ne blesserait pas la personne en face, qui préserve la relation. À partir de là, il y en a beaucoup que ça libérerait, et donc ça rendrait capable de dire le fameux non. Alors, en fait, il y a une méthode, on va dire, assez simple, en 3 étapes. 1, il faut dire non, évidemment. 2, proposer une explication. Et 3, une alternative. Alors, pourquoi proposer une explication? Parce que dire non et s'arrêter là peut être interprété comme étant de l'arbitraire. Ça peut être interprété comme étant je te dis non à toi parce que je t'aime pas. Donc, tu sais, je t'ai jamais aimé. Par contre, si ton collègue venait, je dirais oui. Donc ça, c'est une interprétation que les gens peuvent avoir du non. Par contre, quand on donne une explication, ah non, désolé, là, c'est vraiment pas possible, regarde ma to-do list, j'ai encore beaucoup de choses à faire, et il est bientôt 5 heures de l'après-midi ou 4 heures de l'après-midi, tu imagines bien que je ne peux pas. À partir de là, ce n'est plus de l'arbitraire, ce n'est plus je te dis non à toi, c'est je dis non tout court. Donc c'est beaucoup plus facile à accepter pour la personne en face. Alors c'est encore plus facile si on va lui proposer une alternative. Donc non, là je peux pas, il est vraiment très tard. Par contre, ce que je peux te proposer, c'est, tu m'as demandé de faire 2 autres choses. Je peux les enlever de ma to-do list d'aujourd'hui, les faire demain et faire ce que tu me demandes là tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Ou au contraire, écoute, sur cet élément précisément, tu peux aller voir un tel qui est vraiment expert dans le domaine, qui pourrait aider. Donc là, quand on propose une alternative, alors elle peut être bonne ou pas bonne, alors de préférence qu'elle soit utile. Maintenant, même quand elle se révèle ne pas être utile, ce que la personne capte, c'est que c'est comme si ton problème l'intéresse. C'est pas que, bon, c'est ton problème, tu te débrouilles, tu viens pas m'embêter avec tes problèmes, ça m'intéresse pas. Au contraire, elle se dit, bon, elle a essayé de proposer des alternatives. Si c'est bon, c'est parfait. Si c'est pas bon, au moins elle a essayé. Donc ça, c'est important. Donc, disons que dans le non, l'explication et l'alternative, donc dans ces 3 étapes, il y a le contenu, mais il y a aussi l'état d'esprit qui est important. Ça devient plus facile pour la personne d'accepter le non. Alors après, on peut se faciliter encore plus la tâche. Au lieu de dire non, tout court, on peut dire laisse-moi le temps d'y réfléchir. Là, tout de suite, je suis sur quelque chose, je ne peux pas prendre une bonne décision. Je te réponds demain. Et prendre le temps de réfléchir. C'est beaucoup plus facile de venir le lendemain dire j'ai bien réfléchi, c'est non, que de dire un non tout de suite sans avoir pris le temps de considérer la requête. Donc c'est un non plus crédible. Et c'est aussi plus facile pour vous, vous préparez à le dire. Il y a un cas particulier dans le non, qui est quand en plus la personne vous demande de faire un travail
à sa place. Donc c'est sa responsabilité. Et puis elle vous demande de faire le travail à sa place. Et là vous êtes... Alors déjà il y a des gens qui disent comment est-ce qu'elle ose faire ça déjà pour commencer. Maintenant il se trouve que ça arrive. Alors quand ça arrive, il y a deux cas. On peut tout simplement faire l'approche classique qu'on disait. Donc non, il se trouve que c'est ton travail et que là je ne peux pas m'en occuper. Donc ça c'est une première manière de faire. Une deuxième manière de faire, c'est imaginer, vous avez vraiment une conscience professionnelle, on va dire, très évoluée, très avancée, et vous vous dites, c'est à elle de le faire. Mais si je ne le fais pas, il se trouve que l'usine va s'arrêter ou la vente ne va pas se faire. Donc il va y avoir des conséquences assez importantes sur la compagnie. Vous dites, il va bien falloir que je fasse quelque chose. Mais en même temps, vous ne voulez pas le faire parce que ce n'est pas à vous de le faire. Et si vous le faites, elle va vous demander le lendemain encore de le faire à sa place. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Eh bien, c'est tout simplement de répondre, bon, je ne peux pas faire ce que tu me demandes, tout simplement parce que c'est à toi de le faire. Alors maintenant, je suis conscient que si je ne fais pas ça maintenant, la vente ne va pas se faire. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse la tâche ensemble. Je ne la ferai pas tout seul. Il faut que tu sois là, à côté de moi. Ça sera l'occasion pour toi d'apprendre à le faire, parce que je ne vais pas le refaire une autre fois à ta place. Donc, je t'aide sur ce coup, mais à condition que par la suite tu deviennes autonome. Donc, c'est l'histoire au lieu de donner le poisson, on apprend à la personne à pêcher. Et à partir de là, je préfère prendre 3 heures pour apprendre à la personne à pêcher que de prendre une demi-heure pour lui donner le poisson, parce qu'après je suis tranquille. Donc c'est important d'intégrer ce côté-là, c'est ok, je peux te rendre service, pas de problème, tu sais pas faire, je sais faire, aucun problème. Mais tu te mets à côté de moi, tu es là, tu apprends et par la suite tu deviens autonome. Comment pourrais-je gérer mon temps, sachant que mon travail est lié à celui des autres? C'est la question de Mohamed de Casablanca, âgé de 32 ans. Alors, première réponse, c'est la plus facile pour moi, c'est d'apprendre à dire non. Donc lié au sujet précédent. On peut imaginer que ça peut beaucoup aider. Alors, deuxième élément, c'est que le fait que le travail soit lié aux autres, c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est vraiment très très fréquent, pour ne pas dire la règle. Donc, du coup, dans nos plannings, il faut toujours inclure ce qu'on appelle du gras. C'est-à-dire que si une tâche prend en théorie 2 jours, eh bien on va mettre 4 jours, 5 jours, de manière à ce qu'en cas de retard, on ait encore le temps de réagir et de faire ce qu'on a à faire, soit de donner cette tâche à quelqu'un d'autre, soit de la faire soi-même, soit de convaincre la personne de le faire cette fois-ci dans les délais, ou au contraire de lui enlever certains problèmes qui la bloquent actuellement, et donc l'aider à aller là où on a besoin qu'elle aille, parce que c'est ce qu'il faut pour l'entreprise. Donc, prévoir du gras dans le planning doit être vraiment quelque chose de systématique. On est dans un monde où il y a des imprévus. Alors, ensuite, on a mis du gras. Il est quand même important de sensibiliser les gens aux conséquences des retards qu'ils peuvent avoir sur le déroulement du projet ou sur l'avancement de l'équipe en tant que telle. Et la manière la plus simple de le faire, c'est d'avoir des réunions périodiques au sein du projet ou de l'équipe, où on va pouvoir chacun faire le point sur son avancement. Et là, on va tout de suite voir les interactions où un tel va être en retard parce que l'autre, un tel, n'aura pas fait son travail dans les temps. Et là, la conséquence est évidente, il n'y a pas grand-chose à expliquer. On a vu qu'il y avait un lien logique, une séquence logique entre les différentes tâches que les différentes personnes doivent faire. Et à partir de là, les gens prennent conscience de l'importance du fait de délivrer ce qu'ils ont à faire dans les temps. Ou sinon, au moins, d'aviser les personnes comme quoi ils ne seront pas capables. Donc, sensibiliser aux conséquences, c'est quelque chose d'important. Et la manière la plus simple, c'est d'avoir des réunions d'équipe pour le faire. Alors, il y a dans notre to-do list quelque chose d'important à mettre, qui est spécifique à notre culture, c'est d'avoir une case suivi. Alors, c'est quoi les suivis? C'est toutes les choses que normalement doivent être faites, en fait. C'est-à-dire, imaginez, j'envoie un mail à quelqu'un pour lui demander d'aviser un client que la livraison se fera telle date, tel jour. Donc, en théorie, c'est fait. En pratique, une fois que j'ai fait ce mail, je dois prendre
mon stylo et noter sur la case suivi, m'assurer qu'un tel a bien avisé le client que. Parce qu'il se trouve que dans notre culture, c'est pas sûr que ce soit fait. Et donc du coup, il y a une nécessité d'avoir un suivi jusqu'au moment où on a la preuve physique que c'est fait. Donc on retrouve rarement ça dans les to-do list, on va dire dans le monde occidental. C'est très important de l'avoir chez nous et donc d'assurer ce suivi. Et puis le dernier élément dont je parlerai, c'est de motiver les gens à faire le travail qu'ils ont à faire. Si je suis dans une équipe projet, si c'est moi qui gère cette équipe projet, les gens ils n'ont pas que ce projet, ils n'ont pas que moi. Ils ont peut-être un boss, un vrai boss différent, un boss fonctionnel qui est ailleurs, qui est celui qui détermine leur carrière, leur salaire et tout ce qui va avec. Ils ont d'autres projets sur lesquels ils travaillent. Il y a plusieurs interactions qui font qu'il leur faut une bonne raison pour travailler sur le projet qui me concerne. Et donc motiver les gens à faire ce travail, leur donner envie, en gros, c'est juste leur donner envie de bosser avec moi. Et quand je dis bosser avec moi, c'est soit en tant que patron, soit en tant que collègue. Donc, à partir de là, ça peut, vous imaginez, ça peut énormément aider, puisque, naturellement, les gens vont prioriser tout ce qui me touche par rapport à d'autres tâches. Et à partir de là, le résultat va tout de suite se faire ressentir. Donc, il y a le côté, c'est ton boulot, tu le fais, c'est ta responsabilité, tu le fais. Donc ça, on va dire que c'est le bâton, qui est important. Hein. Il faut qu'il y ait de la discipline dans le système, sinon ça ne tourne pas. On n'a pas besoin de s'arrêter là. On peut aller un pas plus loin pour créer une sorte d'appréciation ou le fait que ce soit l'équipe la plus in ou le plus à la mode ou le quoi que ce soit dans l'entreprise. Et du coup, tout le monde est très motivé à rejoindre cette équipe et à délivrer les meilleurs résultats qu'ils peuvent.